Étienne qui est étudiante de Luc Vinet, donc en maths physique. Juste vous dire que la présentation va être enregistrée, puis aussi je vous invite à éteindre vos cellulaires si c'est possible pendant les présentations. Aujourd'hui, on a 3 présentations. N'oubliez pas de conserver, garder vos questions pendant les présentations. Vous pouvez essayer de réfléchir à des questions pour la fin de la présentation. Puis donc, plus particulièrement ce que Étienne va nous présenter. Donc, on va commencer par réviser quelques éléments de théorie des graphes, puis plus spécifiquement après ça, le graphe de l'hypercube. Et il va également nous parler de certains sous-espaces vectoriels qui se comportent de manière intéressante sous l'effet de sa matrice d'adjacence. Après ça, il va rajouter des poids sur le graphe en gardant quand même certaines propriétés algébriques clés. Puis tout en faisant pendant tout le long de la présentation des liens quand même entre ce dont je viens de parler et également la mécanique quantique vu que le stage porte en maths et physique. Bonne présentation. Merci Marianne. Bonjour tout le monde. Oui, c'est une présentation en mathématiques physiques. Je sais que c'est une audience de physiciens. Vous introduire à des concepts qui sont très mathématiques aujourd'hui. On va parler de graphes. Ce sujet-là, je l'ai étudié avec Luc Vinet, professeur au Centre de recherche en mathématiques et au département de physique, et son étudiant de doctorat, Pierre-Antoine Bernard. Et justement, commencer avec une description d'un petit peu qu'est-ce que c'est un graphe. Et quand je parle de graphe, ce que je veux dire, ça va être un ensemble de sommets, que je suis habitué d'appeler ça des nodes en anglais, que ça se peut que je le fasse, et des arêtes ou edges qui relient deux de ces sommets-là ensemble. Pour avoir une description mathématique de ça, on va se construire une matrice qui va agir comme un tableau. On appelle ça la matrice d'adjacence. Et pour construire cette matrice d'adjacence-là, essentiellement, je vais mettre un 1 dans une entrée lorsque j'ai une arête entre deux nodes dans mon graphe, et un 0 s'il n'y a pas d'arête. Tant qu'à avoir une matrice, on va s'en servir pour agir sur des vecteurs. Okay? Par exemple, on a un vecteur ici avec un 1 à la 3e position, et on va s'imaginer que ça représente comme une excitation sur le graphe au niveau de la 3e node. Et qu'est-ce qui arrive quand j'agis avec ma matrice d'adjacence sur ce vecteur-là? C'est comme si l'excitation se propageait sur tous les sommets qui sont adjacents à mon vecteur de départ. Le graphe sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est ce qu'on appelle l'hypercube de dimension n. On va se donner des règles sur comment faire ce graphe-là. Je vais commencer avec l'ensemble des combinaisons binaires avec n chiffres. Ça peut sonner un peu abstrait, on va se donner un exemple. Par exemple, si je prends un ensemble pour les combinaisons binaires à 3 chiffres, ça va être tous ces chiffres-là possibles, fait que toutes les permutations de 0 et 1 à 3 chiffres. La grandeur de cet ensemble-là, ça va toujours être 2 à la n étant le nombre de chiffres dans chaque combinaison. Et je vais aussi créer des sous-ensembles pour organiser mon graphe qui vont l'organiser selon le nombre de 1 qu'on a dans une combinaison binaire. Je vais avoir un premier sous-ensemble avec les combinaisons avec 0, 1, un autre avec combinaison avec 1, 1, et ainsi de suite. On va voir plus tard pourquoi c'est utile de faire ces distinctions. Fait que mon graphe, chacun des sommets, je vais les étiqueter avec une de ces combinaisons binaires-là. Et je vais définir ce qu'on appelle la distance de Hamming entre deux combinaisons binaires qui correspond au nombre de chiffres qui diffèrent entre deux combinaisons binaires. Donc on va regarder des exemples. Entre la combinaison 1, 0, 1 et 0, 0, 1, il y a un chiffre qui diffère à la première position et le reste c'est pareil. Fait que la distance entre les deux, c'est 1. Ces deux chiffres-là sont différents à chaque position, fait que la distance qui les sépare, c'est 3. Ces deux chiffres-là sont identiques, ils ont une distance de 0. Bon, ça c'est la description officielle. Ah oui, c'est vrai. Pour l'hypercube, je vais mettre une arête entre chaque sommet qui est séparé par une distance de 1. Fait que c'est une description en mots, on va maintenant se donner un exemple pour voir un peu à quoi ça ressemble. Dans le cas à 3 dimensions. Fait que ça, c'est les sous-ensembles que j'avais discuté tantôt. Fait que ici, je vais mettre tous mes sommets avec seulement des zéros, donc de juste 1. Ici, tous les sommets avec un seul 1. Ici, tous les sommets avec 2, 1, et ainsi de suite. Je les place comme ça. Et ensuite, avec la règle que j'ai définie tout à l'heure, je vais mettre les arêtes dans mon graphe.
ça a cette forme-ci. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le graphe de l'hypercube. Dans ce cas-ci, en 3 dimensions, ça nous donne des arêtes qui nous rappellent un petit peu quand on dessine un cube. On va maintenant développer certains outils pour trouver des propriétés intéressantes sur notre graphe. J'ai écrit ici la matrice d'adjacence du graphe que j'ai dessiné. J'ai dû la faire à la main, c'est un peu pénible. On va voir tantôt une recette qui fonctionne toujours pour construire cette matrice d'adjacence-là. Je vais la séparer en deux. Ce que j'appelle l'opérateur de descente, qui est la partie triangulaire supérieure, et l'opérateur de montée, qui est la partie triangulaire inférieure. Aussi les appeler raising et lowering operator par habitude. Si ça vous rappelle quelque chose, ceux qui ont fait quantique, vous allez voir que c'est exactement les mêmes que vous connaissez. Et quand je fais la somme de ces deux-là, on retrouve notre matrice d'adjacence. Et en plus, quand je fais la transposée du raising operator, j'arrive à mon lowering operator. Et ce qui va nous permettre de faire ces opérateurs-là, de trouver ce qu'on appelle des modules irréductibles. Quand je dis un module irréductible, je parle d'un sous-ensemble de vecteurs dans mon graphe. Si j'agis avec ma matrice d'adjacence sur un de ces vecteurs-là, ça va me donner un autre vecteur dans le sous-ensemble. L'action de la matrice d'adjacence est fermée sous ce sous-espace-là. Et le raising operator va nous aider à construire ça. En fait, je vais commencer avec une excitation dans le coin de mon graphe sur le node 0, 0, 0. Et je vais appliquer une fois la matrice raising operator. Ce qu'elles font, ces matrices-là, raising et lowering operator, dans le fond, c'est si la matrice adjacence habituelle, elle nous amène à tous les sommets qui sont adjacents à un de nos sommets, le raising operator va seulement nous donner ceux qui sont à droite, alors que le lowering operator va seulement nous donner ceux qui sont à gauche. Fait que, par exemple, si je commence avec une excitation ici et que j'agis avec le raising operator, ça va me donner ces deux notes-là. Alors que si j'agis avec le lowering operator, ça va me ramener à seulement 7. Justement, j'ai agi une première fois avec mon raising operator sur l'excitation dans le point ici. Ça nous fait monter d'une colonne. On obtient une combinaison linéaire des trois vecteurs dans cette colonne-ci. Si j'agis avec mon lowering operator sur ces résultats-là, on va juste reculer et revenir où est-ce qu'on était avant avec un coefficient. Je vais agir une autre fois avec mon raising operator. Là, encore une fois, on arrive complètement de cette colonne-ci. Je pourrais encore une fois appliquer le lowering operator et revenir en arrière avec des coefficients. Et une dernière fois, le raising operator, on arrive complètement dans la dernière colonne. Qu'est-ce qui vient d'arriver? On a ces quatre vecteurs-là, chacun qui était entièrement dans la colonne, que j'ai créé avec mon raising et mon lowering operator, et qu'en agissant avec ces opérateurs-là sur ces combinaisons linéaires-là, j'arrive avec d'autres vecteurs qui ont exactement la même forme, qui sont des colonnes. Et que ça me crée un sous-espace vectoriel avec quatre vecteurs que j'ai écrit ici, défini à partir de mon raising operator, mais que je peux aussi juste écrire comme des vecteurs colonnes, tels que si j'agis avec ma matrice d'adjacence ou avec ces deux composantes, le raising et le lowering operator dessus, ça nous donne quelque chose dans ce sous-espace vectoriel. C'est ça qu'on appelle un module irréductible. Maintenant, on a 4 vecteurs en ce moment qui ont cette propriété-là. On avait 8 sommets dans notre graphe au départ. Qu'est-ce qui est arrivé avec les 4 autres? Ils vont faire partie d'autres modules irréductibles. Je vais vous donner un exemple d'un de ces modules irréductibles-là. Je peux partir avec une excitation positive ici, une excitation négative en bas, rien qui vous empêche de faire ça. Si j'agis avec mon lowering operator là-dessus, les deux vont se rencontrer sur le premier sommet ici, puis s'annuler. On ne peut pas, avec le lowering operator, l'emmener dans la première colonne. Par exemple, si j'agis avec le raising operator, j'arrive à quelque chose d'essentiellement identique dans cette colonne-ci. Et on voit que si je fais une dernière fois avec le raising operator, encore une fois, ils se fonceraient dedans ici et s'annuleraient. Là, cette fois-ci, on a seulement deux vecteurs qu'en agissant avec les deux opérateurs de base, on peut passer d'une colonne à l'autre. Ça nous donne un sous-module irréductible, cette fois-ci avec deux vecteurs seulement. Je ne prendrai pas le temps de le démontrer, de l'animer, mais en commençant avec ce vecteur-là et en faisant le même processus, on arrive aussi à la même chose. Ça nous donne ces trois sous-espaces vectoriels-là qui sont complètement disjoints, que les trois, c'est des sous-modules irréductibles. Ce que ça veut dire, ce qu'on vient de faire, c'est comme si on pouvait prendre notre graphe de départ,
appliquer un changement de base. Et ce changement de base-là, ce qu'il fait, c'est qu'il sépare notre graphe en 3 sous-graphes complètement disjoints. Fait que si je commence avec une excitation dans un de ces 3 graphes-là disjoints, ben, en appliquant la matrice d'adjacence, ça va rester dans ce graphe. Et justement, tant qu'à faire un changement de base, on va l'appliquer sur la matrice aussi et voir à quoi ça ressemble. Après le changement de base, ma matrice d'adjacence, ça devient ça comme ça. Là, tantôt, ma matrice d'adjacence, c'était seulement des 1 ou des 0. Ici, il y a d'autres chiffres qui peuvent apparaître. On peut s'imaginer que ça représente des poids sur une des arêtes qui priorise une arête et qui fait essentiellement apparaître un coefficient quand on applique la matrice d'adjacence. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment la séparer en 3 sous-matrices. Cette matrice-là, le reste, c'est des zéros qu'on peut complètement ignorer. Et chacune de ces matrices-là, si j'agis sur un vecteur dans la nouvelle base, j'ai écrit à côté chaque endroit représente tel quel vecteur dans notre base originale. Ben, la partie ici, la matrice en bleu va seulement agir sur cette partie, la partie en jaune va seulement agir sur cette partie, et ainsi de suite. Fait on a décomposé notre matrice en blocs de construction plus simples, qui vont être plus faciles à traiter. Maintenant, on a fait ça dans le cadre d'un exemple. On va se donner une recette pour le faire pour n'importe quel hypercube, et pour ça, on a besoin du produit tensoriel. J'ai mis la définition quand j'ai fait la présentation aux gens en mathématiques la semaine dernière, mais je pense que ça va être plus pertinent d'y aller avec un exemple. Quand je prends le produit tensoriel de 2 vecteurs, une manière de se le représenter, c'est si je fais le produit tensoriel dans ces deux-là, je peux prendre le vecteur CD, le rentrer à l'intérieur de celui-là en le multipliant avec chaque entrée, que ça donne ce résultat-là comme ça. Puis ensuite, l'entrée, je peux la distribuer à l'intérieur du vecteur, ça finit à partir de mes 2 vecteurs à 2 dimensions, ça finit par me donner un vecteur en 4 dimensions. On va faire le même principe avec une matrice comme ça, et on voit qu'à partir d'objets petits, on arrive avec des objets qui sont pas mal plus gros et qui contiennent beaucoup plus d'informations. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Ben, c'est parce que ça a une propriété super intéressante qui va être utile pour nous. Si j'ai le produit tensoriel de 2 matrices, je multiplie ça par le produit tensoriel de 2 vecteurs, ben, on peut s'imaginer que la première matrice va seulement affecter le premier vecteur, la deuxième matrice va seulement affecter le deuxième vecteur. Fait, ça nous permet d'écrire nos opérateurs de sorte à ce qu'il agisse seulement sur une partie du vecteur qui nous intéresse. Fait, je vais définir les vecteurs de base comme ça, le vecteur 1, le vecteur 0, ça c'est des vecteurs à 2 dimensions, puis à partir de ça, on va construire les combinaisons binaires tout à l'heure. Et je vais prendre comme raising operator ceci, comme lowering operator ça. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est le même formalisme qu'on utilise pour le spin. En fait, ça serait comme un spin-up, ça serait un spin-down. Et toutes les mathématiques qu'on va faire avec ça vont être exactement pareilles comme les mathématiques utilisées pour le spin à cause d'un lien avec un algèbre spécifique que je vais revenir plus tard. Fait que si j'agis avec mon lowering operator sur le vecteur 1, ça passe de 1 au vecteur 0. Si j'agis sur mon raising operator, si je prends mon raising operator et j'agis sur le vecteur 0, ça va transformer le vecteur 1. Et n'importe quelle autre affaire que je peux essayer, par exemple, si j'essaye d'augmenter le vecteur 1 ou de diminuer le vecteur 0, ça ne marche pas. On finit avec le vecteur nul dans ce cas-ci. Maintenant, mes combinaisons binaires de tout à l'heure, je vais les redéfinir comme ça. Si par exemple j'ai la combinaison binaire 1, 0, 1, ben, je vais écrire ça comme le produit tensoriel 1, 0, 1. Et encore une fois, c'est la même chose qu'on fait dans une description du spin. Quand vous voyez dans la mécanique quantique le vecteur spin up, down, up, en réalité, ce qu'on veut vraiment dire, c'est spin up, produit tensoriel, spin down, produit tensoriel, spin up. Qu'est-ce qui arrive si je prends ce vecteur-là et que j'agis dessus avec l'opérateur suivant? Matrice identité fois raising operator fois matrice identité. Mais comme on a vu tantôt, on peut décomposer un petit peu l'action de cette matrice-là. En fait, la matrice identité ici va seulement agir sur le premier vecteur de notre produit tensoriel, ça va le laisser inchangé. Le raising operator va seulement agir ici sur celle du milieu, ça va prendre les zéros et ça va le transformer en 1. Et l'identité ici agit seulement sur le dernier vecteur qui reste encore échangé. En agissant avec cet opérateur-là là-dessus, ce qu'on finit par avoir comme résultat, c'est la combinaison binaire 1, 1.
Maintenant, avec ces outils-là, ben, je vais redéfinir mon lowering et raising operator dans le graphe en général, comme ça, avec cette somme-là qui peut paraître infernale, mais qui n'est pas si compliquée que ça. En fait, vous l'avez déjà vu si vous avez fait mécanique quantique sans nécessairement savoir que c'est à ça que ça ressemblait. Fait que mon lowering operator, je vais prendre ça comme une somme où chaque terme va avoir des matrices d'identité partout, sauf dans la IM entrée tensorielle, puis je fais ça pour chaque I possible. Fait que chaque terme là-dedans, essentiellement, va laisser tous les chiffres dans la combinaison binaire inchangés, sauf qu'il va diminuer le IM shift dans la combinaison. Même chose pour le raising operator. Et ma matrice d'adjacence, qui était la somme des deux, je peux l'écrire comme ça. J'ai utilisé la matrice sigma x ici, qu'on utilise en quantique, qui est tout simplement la somme du raising et du lowering operator. En quantique, lorsque vous voyez l'opérateur Sx qui mesure le spin dans un système à plusieurs particules, en réalité, c'est à ça que ça ressemble. Fait que, chaque terme de l'opérateur va mesurer le spin à un seul endroit et laisser le reste échanger. C'est ce que ça représente ici, cette somme-là avec la matrice sigma x à la IM possible. Maintenant, ce qui est le fun avec cette description-là, avec raising operator, lowering operator, matrice sigma x, c'est qu'ils font partie d'une algèbre qu'on appelle l'algèbre SU2, l'algèbre qu'on utilise pour décrire le spin et aussi pour décrire ce graphe-là spécifiquement. Et ça, c'est une algèbre qui est déjà très étudiée. Et la décomposition en sous-matrice qu'on a fait tantôt, en sous-représentation réductible, est déjà faite. Chacune des sous-représentations réductibles va avoir cette forme spécifique-là avec ces coefficients-là. Même que dans le Griffiths de quantique, on demande de prouver que c'est bel et bien ces coefficients-là qui apparaissent en appliquant cet opérateur-là dans le contexte du spin. Et ce qui est le fun avec cette matrice-là, c'est que c'est une matrice avec des zéros partout, sauf sur les trois diagonales comme ça. En fait, il y a aussi des zéros au milieu, mais ça aurait pu être des chiffres, ça n'aurait pas dérangé dans le contexte qui nous intéresse. Et ça, quand on a une matrice comme ça qu'on appelle tridiagonale, qui en plus est hermitienne, on peut se servir de polynômes orthogonaux, qui sont plus étudiés en mathématiques, pour nous aider à la diagonaliser. En fait, les coefficients qu'on voit ici, c'est les coefficients de récurrence de ce qu'on appelle les polynômes de Kraftchuk. Je ne vais pas dans les détails, mais ça a été important dans ma démarche de recherche de garder ça en tête. C'est important de le mentionner. Maintenant, ça, c'était des affaires qui étaient déjà connues. On arrive à ce sur quoi j'ai travaillé. Et ce sur quoi j'ai travaillé, c'est dans le contexte de ce qu'on appelle des Q-déformations. Quand je dis déformation, je veux dire on ajoute un paramètre dans une théorie afin de la modifier, pas la modifier, de la généraliser, tout en gardant certaines propriétés qui sont clés qu'on veut conserver. Par exemple, la relativité restreinte, c'est une déformation de la mécanique classique. On ajoute le paramètre C, la vitesse de la lumière. Si je prends C tend vers infini, comme on aurait pu le penser à une époque où on n'avait pas de mesure de ça, on revient exactement à la théorie de la mécanique classique qu'on avait avant. Mécanique quantique, j'ajoute le paramètre H, la constante de Planck. Si H tend vers 0, il est déjà très petit, il est difficile à détecter, on aurait pu penser à l'époque que H n'existait pas et est égal à 0, on revient à la théorie justement qu'on avait à l'époque. C'est des déformations de la mécanique classique. Quand on parle de Q-déformation, de fois, ça c'est plus utilisé en mathématiques. Là, on va Q-déformer les nombres. Fait que le nombre x devient cette petite expression-là. Si on prend la limite en q tend vers 1 de cette expression-là, on retrouve le nombre x. Pourquoi c'est utile? C'est très utilisé dans des domaines un peu plus abstraits des mathématiques, notamment beaucoup dans l'étude des polynômes orthogonaux, entre autres, et de l'algèbre abstraite. Et mon but, c'était de faire justement une Q-déformation du graphe de l'hypercube que j'ai montré tantôt. Fait qu'on veut ajouter ce paramètre Q-là dans l'hypercube qui va apparaître comme des poids sur certaines arêtes, tout en conservant certaines propriétés qu'on avait de l'hypercube. Par exemple, la
matrice d'adjacence, on veut que quand Q tend vers 1, on revienne à la matrice d'adjacence qu'on avait avant et qu'elle reste symétrique. Les représentations irréductibles, on aimerait encore qu'elles aient un lien avec les polynômes de Kraftchuk comme tout à l'heure. En fait, il existe des versions Q déformées des polynômes de Kraftchuk. Il y en a 4 principales qui sont répertoriées et il fallait trouver la bonne qui serait liée à cette nouvelle matrice d'adjacence. Et on aimerait que cette matrice-là soit liée à un analogue Q déformé de l'algèbre SU2 qu'on a utilisé tout à l'heure pour construire notre matrice d'adjacence et qui est utilisée pour construire la théorie des signes. Justement, cette algèbre-là, elle existe, c'est l'algèbre UQSL2. Tout à l'heure, les opérateurs qu'on avait de montée et de descente ressemblaient à ça au départ. On va les garder comme ça dans cette algèbre-ci. Et pour une description complète de l'algèbre SL2, ça nous prend aussi la matrice sigma Z, avec laquelle vous devriez aussi être familier pour ceux qui ont étudié la mécanique quantique. Qu'est-ce qu'on va faire dans la Q-déformation de cette algèbre-là? J'introduis un nouvel opérateur qui est l'exponentielle, presque avec une base, avec Q comme base, de cette matrice sigma Z-là. Que l'exponentielle d'une matrice, juste un rappel, on utilise la série de Taylor pour le définir. Et cette série de Taylor-là n'est pas compliquée à calculer considérant que c'est une matrice diagonale. On a une réponse exacte qui est celle-ci. Si Q tend vers 1, justement, on se rend compte que le nouvel opérateur K qu'on vient de définir devient la matrice identique. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais prendre ces opérateurs-là puis je vais les réécrire pour qu'ils agissent sur qui agissent non seulement sur un chiffre dans la combinaison binaire, mais sur la combinaison binaire en entier. Dans ce cas-ci, ça a déjà été fait par des mathématiciens, ça ressemble à ça. Et ça me donne les blocs de construction avec lesquels je vais pouvoir construire ma nouvelle matrice d'adjacence. Justement, celle que j'ai créée à partir de ces opérateurs-là a cette forme-ci ici. Pourquoi cette forme-ci spécifiquement, je n'irai pas dans les détails de mes démarches, mais c'était pour conserver la relation avec les polynômes de Kraftchuk. Spécifiquement, dans ce cas-ci, ça va être relié avec les polynômes de Q dual Kraftchuk, avec les paramètres qui sont mis à l'écran. C'était le meilleur des 4 sortes de polynômes de Kraftchuk. C'était dans mon problème, c'est lui que j'ai choisi. La matrice d'adjacence qu'on avait tout à l'heure avait des 1 et des 0. Maintenant, à la place, on obtient des poids qui auront la forme Q à la D. Qu'est-ce que c'est le paramètre D? C'est là où ça devient un petit peu flou. Le paramètre D correspond à la différence entre le nombre de 1 et le nombre de 0 après la position des deux combinaisons binaires différentes. C'est très spécifique comme explication. En mathématiques, on peut faire du sens de ça, mais je n'irai pas plus en profondeur sur pourquoi c'est important. En fait, c'est plus tard dans la recherche que l'importance de ça finit par apparaître un petit peu plus à mes yeux. Je vais revenir à la fin. J'ai fait des schémas de à quoi ressembleraient ces nouveaux graphes-là avec des poids. Quand je mets une arête en orange, ça veut dire que l'exposant D est négatif. Quand je mets des arêtes en bleu, l'exposant D est positif. S'ils sont en gris, l'exposant D est de 0. On voit que ça nous donne des graphes qui sont antisymétriques. Je fais ça avec Python, je trouve que ça ne fait pas des beaux graphes qui apparaîtraient bien dans un article. Fait que si quelqu'un a des skills, faire des beaux graphes facilement, venez me voir la présentation. Et ça, ce que je vous ai montré, ça a été ce qui s'est passé pendant le premier mois de stage. Fait que je voulais vous introduire à ces concepts mathématiques-là sans aller plus loin dans où est-ce que j'allais dans ma recherche, juste pour bien introduire les concepts. Mais depuis, j'ai continué à travailler. D'abord, le graphe que je vous ai présenté à la page précédente, on est capable de le retrouver à l'intérieur d'autres structures de graphes étudiées en mathématiques, notamment ce qu'on appelle le subspace lattice et le dual polar graph, qui sont des graphes très étudiés, puis que justement, l'importance des poids qu'on avait tout à l'heure, qui avait l'air très spécifique, c'est ça qui nous permet de le plonger dans le
Dual Polar Graph, qui lui c'est un graphe normal, pas de poids nulle part. Aussi, mon résultat, je l'ai généralisé à ce qu'on appelle les graphes de Hamming. Les graphes de Hamming, c'est le même principe que l'hypercube, sauf qu'au lieu d'avoir des combinaisons binaires, je peux avoir des combinaisons en base 3, en base 4, en base 5, ainsi de suite. Et c'était possible de le généraliser. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire pendant le mois et demi de stage qui me reste? J'aimerais trouver une interprétation algébrique qui explique comment je peux retrouver mon graphe à l'intérieur de ces autres structures-là. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était à base de l'algèbre UQSL2. J'aimerais voir si on peut le généraliser à l'algèbre UQSLN. Ça va être pas mal plus compliqué. Et bien sûr, je ne l'ai pas mis, mais il y a la rédaction de l'article à travers tout ça en IRC. Fait que j'aimerais remercier mon superviseur Luc Vinet ainsi que Pierre-Antoine Bernard, son étudiant au doctorat qui m'a épaulé pendant cette recherche. Et j'aime beaucoup la laine à slide. Si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas. Je me suis pratiqué à faire une petite carte d'affaires, écoute, à la fin des vraies présentations professionnelles. Ça va me faire plaisir de parler, de répondre à vos questions. Et venez me voir à mon bureau si au CRM, il n'y a pas de fenêtre, c'est triste. C'est ça, je vais prendre mes questions. C'est une super bonne présentation, je pense. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut voir facilement quand même entre le fait que d'habitude, les graphes de l'hypercube, il y a un actual cube? Le lien, c'est vraiment. C'est un petit peu. Comment dire? Mettons, quand je l'ai montré en 3 dimensions tantôt, là, on pourrait, si on voulait représenter ce graphe-là par un dessin, le mettre en forme de cube. Puis pareil pour quand il est en 2 dimensions, on peut le mettre en forme de carré. En fait, ça va avoir la même structure d'arête et de sommet qu'un hypercube en n dimensions. Si on essayait de se le représenter, ce serait les mêmes arènes. Mais tu sais, c'est pas de la. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas de la physique en 4 dimensions nécessairement en se représentant comme ça. Mais en fait, ceux qui sont plus expérimentés que moi dans le groupe de recherche calculent à partir de ces graphes-là des entropies d'implication sur le graphe. Et là, il faudrait leur demander, mais peut-être qu'on peut calculer des entropies d'implication dans un monde hypothétique en 4, 5, 6 dimensions. Mais c'était pas nécessairement ce qui était au cœur de mon projet. Plus tard, les gens dans mon groupe de recherche vont prendre ces résultats-là et s'en servir pour leur calcul. Je ne suis pas encore rendu nécessairement à comprendre ce qu'ils font avec ça. C'est aussi quelque chose que je vais utiliser dans le prochain mois. Est-ce que tu as vérifié ce que vous pouvez dire lorsqu'on fait le produit entre l'opérateur de Bétry de distance? Ok, si j'applique une première fois celui de montée puis ensuite celui de descente. Est-ce que ce serait comme la quelque chose comme ça? Je sais pas. Quand on fait l'hamiltonien, en fait, dans notre système, ça finit par être la matrice d'adversaire. C'est la somme des deux et non pas le produit des deux. En fait, si on applique le raising et lowering operator un après l'autre, en général, ce qui va arriver, c'est on va un peu revenir en arrière, mais c'est pas nécessairement dans les sous-espaces spécifiques que j'ai montrés tantôt, ça agissait comme si on faisait juste remonter en arrière, mais c'est pas nécessairement toujours le cas. Faut pas penser que le raising operator c'est l'inverse du lowering operator. En fait, c'est des matrices qui sont non inversibles. Dans les exemples que j'ai montrés, ils agissent un peu comme un inverse avec des coefficients qui apparaissent. Mais c'est pas général. Des fois, ça peut avoir des effets complètement imprédictibles. Une autre question. Qu'est-ce que le système que tu as représenté peut montrer? Qu'est-ce que
Fait que je l'ai coupé dans ma présentation, mais ça, j'en ai parlé quand je l'ai fait en maths il y a 2 semaines. Là, j'avais coupé un petit peu les questions de temps. Mais dans les représentations irréductibles qu'on avait tout à l'heure, la plus grosse représentation, ou du moins le plus gros module irréductible, on appelle ça les états de déclic. Et quand on applique la déformation, il existe aussi des états de Q-decay qui ont aussi été étudiés. Ça a des applications en informatique quantique. Ces états-là, leur entropie d'intrication, comme le calcul qu'on fait beaucoup un des calculs qu'on fait beaucoup en informatique quantique, a déjà été fait. Fait que relier mon graphe à ça, c'était important. Mais aussi, en général, là, je vais revenir sur un dessin pour donner l'exemple. Utiliser un graphe comme ça peut nous aider dans la correction d'erreurs dans un ordinateur quantique. Mettons que je commence avec mon état initial qui est l'état 0, 0, 0 et que là il y a une erreur qui se glisse et qui switch un de mes qubits d'un 0 à un 1. Mais on peut voir comme si ça agissait comme le raising operator. Ça nous amène sur une combinaison de ces vecteurs-là. Puis là, ça devient utile de transformer mon graphe en surreprésentation irréductible, de faire ce changement de base-là en graphe disjoint parce que je vais revenir à l'image où j'ai fait le changement de base. Si, mettons, j'ai une de ces erreurs-là qui s'est glissée de cette forme-là, ben, je sais que je vais absolument être dans cette chaîne-là et pas dans les deux autres. Ça me permet un peu de faire de la détection d'erreurs dans un ordinateur quantique. Et les poids qu'on a rajoutés tantôt, ce qu'on me dit, puis là, je ne peux pas le backup parce que je ne fais pas assez d'informatique quantique, mais ça aurait des applications similaires.